Salut à tous et bienvenue pour à nouveau une série de colis sur mon bureau atelier. Et donc, qu'est-ce que l'on a comme colis aujourd'hui? Excusez-moi, j'ai eu une micro-absence. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de... Oui, qu'est-ce qu'il y a comme colis aujourd'hui? Nous avons 3 colis. Un qui est tout petit, un qui est moyen, qui est moyen petit, et un autre qui est un peu plus gros, qui est très lourd, mais qui n'est pas un colis que j'ai reçu récemment, c'est quelque chose que j'ai depuis 1 an, et que j'avais gardé dans sa boîte pour pas séparer les pièces les unes derrière les autres, et que je me suis dit qu'un de ces jours, si je manquais de colis pour faire un colis de fan, eh bien, je montrerai ce truc-là. Le truc, c'est que ça ne m'est jamais arrivé de manquer de colis, en tout cas jusque-là, et je peux vous dire que j'en ai pas mal, mais là je me suis dit, je vais faire une de ces vidéos avec des colis plus ou moins petits, et que comme ça je pourrais peut-être glisser ce colis dedans pour compléter le truc, comme ça j'arrive à trouver un moyen de le glisser, malgré le fait que j'ai une tonne de colis de grande taille qui feront à eux seuls une vidéo entière, donc hop, je vais glisser 2 petits colis devant. C'est la technique. Et donc, on commence par celui-là. Alors, ce colis-là, qui est donné dans une jolie petite boîte de chez Sephora, truc pour des produits de beauté, je suppose, dedans, avec une petite vitre pour montrer ce qu'il y a dedans. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, bah voilà, ça a été tassé là-dedans, c'est très lourd hein, par rapport à la taille, parce que c'est tout petit. Hein. Pour une fois, on arrive à avoir l'intégralité du colis qui apparaît dans la vidéo. Alors, on va enlever le scotch, hop hop hop, ah, le scotch a décidé de se couper en deux. Vilain scotch, méchant scotch, pas gentil le scotch. Bon, alors, on va essayer d'ouvrir ça. Voilà, c'est aimanté, tiens d'ailleurs, la boîte, c'est génial ça. Alors, ça a été envoyé par Ségolène, visiblement qui a décidé de mettre son nom dessus. Et il y a marqué, salut, suite à nos mails, je t'envoie comme prévu les téléphones dont je t'ai parlé, tu vas voir, certains ont fait la guerre. Alors, dans le colis, il y a donc, toute la liste des trucs, je crois que je vais flouter l'image, parce que vous savez déjà tout ce que contient le colis. Elle me dit qu'elle m'a mis un câble USB avec, qu'il s'adapte sur tous les téléphones, sauf le Alcatel. Je ne sais pas, est-ce que le Alcatel utilise une drôle de prise, ou est-ce que tout bêtement, il utilise une prise qui est censée être standard, mais ça rentre pas, on sait pas pourquoi, ça arrive ça des fois. Et c'est parti pour sortir chaque objet, j'espère que ça se voit pas trop à travers la poche, un par un. Donc premier truc, un câble micro USB standard. Deuxième chose, nous avons cette chose-là, qui est un petit Samsung. Alors d'après la lettre, c'est un Player Star. Ils sont difficiles à reconnaître, hein, les Samsung de cette époque-là. Ils en ont fait beaucoup qui se ressemblaient beaucoup les uns les autres. Bon, après, il y a le Player One et compagnie. Il y en a quelques-uns qui sont iconiques de l'époque. Et donc, alors il n'y a plus la petite trappe pour l'USB par-dessus, mais comme d'habitude avec les Samsung de l'époque, et ça a été jusqu'au Galaxy Ace au moins, c'est une trappe ou un clip ou je ne sais pas quoi pour cacher la prise USB, j'ai jamais exactement compris à quoi ça servait. Donc hop, une batterie Samsung toute petite, de quoi mettre une micro SD, une SIM dedans, et je ne sais pas si ça s'allume, parce que, comme d'habitude, avec ces choses-là, la charge a tendance à se perdre quand ils sont stockés. Ouais, en effet, ça ne s'allume pas. Je suis en train de le mettre en charge, parce que comme ça, peut-être qu'à la fin de la vidéo, il y aura une chance que ça s'allume. Ah bah, tiens, ça va vite, hein, pour afficher ça, dis donc. Donc ensuite, nous avons un petit baladeur MP3 de chez Philips, qui ressemble suspicieusement à des trucs complètement no-name. L'écran est complètement rayé, ça doit être comme d'habitude du plastique, mais bon, en même temps, ça dépend du prix que ça coûte. Comment ça s'allume, ce truc-là? Là, nous avons un petit bouton. Ah oui, tiens, c'est un bouton power comme la DS, où il faut appuyer un certain temps pour que ça s'allume. Bah là non plus, il n'y a pas de batterie. Ensuite, nous avons un téléphone de chez LG. Oula, c'est quoi ce modèle? Alors, ça doit être marqué dedans, encore une fois, un LG GT500. Alors, je ne pense pas que ce soit un Android. Du tout, j'en ai aucune idée. Mais bon, vu la taille de la batterie, je dirais que c'en est pas un, parce que les premiers Android, hein, vu la date du truc, avaient tendance à consommer énormément. Mais bon, après, si c'est un Android, alors là, franchement, je connaissais pas ce modèle. Ce qui me semblait que j'en avais un, justement, des plus anciens qu'ils avaient fait. Et justement, c'était le premier Android de chez LG qui n'a pas de clavier. Alors celui-là, a priori, serait plus ancien, mais non, je pense pas que ce soit un Android. Je pense que c'est un truc, comment dire, non smartphone, ou plutôt entre guillemets smartphone, mais pas vraiment, qui est sorti avant Android. A priori oui, parce que je reconnais pas les boutons dédiés à Android habituels. Et comme d'habitude, l'écran chez LG, c'est impressionnant. Hein. Ah,
C'est du tactile résistif. Oui, je disais, comme d'habitude, c'est impressionnant comme ça se raye facilement, et comme c'est énormément rayé, alors que vous regardez du côté du Samsung, là c'est nickel, hein, bon, on voit certaines différences de qualité, hein. Ensuite, nous avons le Galaxy Ace. Oh purée, celui-là, il a une belle balafre. Ah non, c'est qu'il est carrément pété. Ouais, l'écran est cassé. Je croyais que c'était une énorme rayure qui partait du haut jusqu'au bas. Oh, purée, j'arrive pas à vous le montrer. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est que l'écran s'est fêlé en deux. Comme ça, quoi. Habituellement, ça part d'un coin et ça fait des éclats. Lui, c'est fêlé en deux d'une manière très très... comment dire, rare. J'avais pas vu ça. Donc un second Galaxy Ace, ça pourra toujours servir étant donné que je compte essayer par exemple des ROM alternatives pour le Galaxy Ace. Et il a le dos blanc, tiens d'ailleurs, du Galaxy Ace, parce que le mien aussi a le dos blanc d'ailleurs, j'ai complètement oublié de le sortir pour la vidéo, j'avais complètement oublié son existence, et quand quelqu'un en a parlé dans les commentaires, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je l'ai aussi, le dos blanc interchangeable, parce que le Galaxy Ace, il a un dos noir, antidérapant, et un dos blanc, complètement lisse par contre. Bon, comme ça, bon, la couleur, on peut pas choisir un dos blanc antidérapant ou un dos noir lisse, je sais pas pour quelle raison, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons du Alcatel. Oula, c'est quoi? Ouais, on dirait que là, il y a un emplacement pour mettre une caméra ou je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est ça la caméra, ça c'est un haut-parleur, j'ai l'impression. Ça ressemble pas à grand chose. On voit mieux à la caméra que moi, parce que moi je voyais juste, j'avais l'impression que c'était du plastique plein en fait, et vous voyez les petits trous, mais... Bon alors, un Alcatel, qui a fait la guerre, oui en effet. Je pense pas qu'il ait encore de batterie, je suppose que non. Bon, on verra l'autre Samsung un peu plus tard. Et ensuite, nous avons quelque chose. Je croyais, en voyant à travers le truc, que ce serait un Galaxy S3. Mais non, en fait c'est, comment dire, c'est le Wiko, je copie le Galaxy S3 en te mettant des bordures gigantesques tout autour. Putain, il y a presque 1 centimètre de bordure là. Je dirais qu'il y a eu 7-8 mm de bordure facile sur le côté de l'écran, c'est magique, franchement... C'est vraiment un téléphone massif. Oh purée, même chez Wiko, même la petite vitre de l'appareil photo arrive à se péter. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ça a pas envie de vous le montrer de manière très flagrante. Voilà, là ça se voit bien. Donc ouais, non, là c'est drôle. Et la bordure aussi se pète. Oui, non, c'est bien, c'est folklore. Hein. J'aime bien la marque Wiko. Hein. Ils ont tendance à bien vous embobiner en vous faisant croire que c'est des trucs bien. Et maintenant, leur nouvelle technique d'embobinage, c'est le fait de vous le vendre plus cher que des marques qui font des trucs vraiment solides comme Motorola. Comme si ça voulait dire d'un coup que c'était devenu une marque qui faisait des trucs solides. Peut-être que maintenant ils sont solides, mais bon, ils valent plus le coup étant donné qu'ils sont trop chers. Alors pour l'arrière du téléphone, franchement, le plastique derrière, c'est littéralement du plastique façon Samsung. Hein. C'est exactement la même épaisseur et tout ça. Regardez comment ça dépasse l'appareil photo quand on enlève le plastique. Attendez, je ressors le plastique. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait cette énorme dégorgure dans le plastique pour faire passer l'appareil photo. Purée, mais pourquoi ça dépasse comme ça? Quelle est la justification? La justification, c'est qu'ils ont mis le haut-parleur sur la même épaisseur que l'appareil photo, au lieu de mettre l'appareil photo ici, par exemple, juste pour faire Samsung-like, j'ai l'impression. Hein. Putain, c'est... Waouh, Wiko, je trouve pas que ce soit génial aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore pire, j'ai l'impression, au niveau du manque d'imagination, quoi. Donc, le Wiko Sync King, j'en ai entendu parler, j'ai jamais pu le tester à l'époque. Par contre, un truc que je peux dire, c'est que la batterie est vachement épaisse, vachement grosse, mais bizarrement, elle est plutôt légère. C'est bizarre, enfin, ça donne une impression étrange. Et elle est complètement vide, encore une fois, la batterie, donc, eh bien, on va voir ça un peu plus tard. Bah bon sang, c'est une belle collection de téléphones, en tout cas, que l'on vient de m'offrir, là. Je vais voir s'il s'allume, comme ça je pourrais récupérer le... Ah oui, non, je comprenais pas très bien ce qui se passait. Putain, il vibre pendant 3 plombes quand on l'allume, ce truc. Ça s'entend pas, c'est un vibreur qui est très discret. Bienvenue en 3G+, nous dit SFR. Merci, c'est gentil, mais on est un petit peu en 2015. Donc, oui. Ah oui, oh, ça sent le Samsung d'époque. Je me rappelle de ces menus, en effet. C'est du capacitif, par contre. Ça, c'est bien, au moins, ils ont fait du capacitif. Parce que je me rappelle que LG, à cette époque-là, ils nous faisaient du tactile résistif sur des trucs où il fallait taper sur un clavier virtuel. C'était affreux. C'était littéralement affreux, j'avais un pote qui avait ça,
Et bonsoir, coucou. J'avais un pote qui avait ça et franchement, c'était la honte totale ce téléphone. Donc oui, c'est sympathique comme interface et tout ça. C'était mieux que ce qu'avaient beaucoup de constructeurs alternatifs à l'époque. Mince, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait marqué de bien pompeux encore de la part de nos amis de chez SFR. Donc qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de Samsung. Oui, un de ces jours je ferai une rétrospective, pas sur un seul téléphone, mais sur tous les téléphones Samsung d'avant les smartphones, enfin tous les téléphones tactiles de Samsung que j'ai d'avant les smartphones, parce que y en a pas mal, et il y a eu de l'originalité au niveau de l'interface. Il y a eu l'interface Samsung d'avant, celle qu'on vient de voir, et il y a eu l'interface Samsung TouchWiz sans Android. C'était magnifique. Peut-être que celle-là s'appelle déjà TouchWiz, hein, mais ils ont pas arrêté de changer l'apparence de TouchWiz à cette époque-là. En fait, ça c'est l'apparence telle qu'il y avait sur Windows Mobile, il me semble qu'il y a sur ce truc-là à peu près. En un peu mieux quand même, les boutons sont différents, etc. Enfin, c'est pas Windows Mobile, mais il y a cette espèce de dock dépliable sur le côté, un peu comme Windows Mobile. Bon, ça c'est pas la peine que je l'allume, vous le connaissez déjà. C'est un téléphone qui s'est vendu bien trop longtemps et qui était un peu pourri même à sa sortie, même s'il était convenable à sa sortie. Ça je vois pas du tout ce que c'est, mais il a une sorte de grosse molette avec un clic dessus un peu à la BlackBerry, un peu marrant de la part de chez Alcatel. Ouais, c'est vraiment un BlackBerry-like de chez Alcatel. Attends, bon j'arrive pas à lire les lettres qu'il y a dessus, ça s'est complètement effacé, regardez. Donc bref, en tout cas, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que je sais pas si c'est aussi agréable, j'ai pas l'impression que ce soit aussi agréable que d'utiliser un clavier de BlackBerry, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je coince entre l'ongle et le doigt, en fait, entre les touches, quoi. C'est pas super à côté du BlackBerry en fait, je crois que le BlackBerry, c'est le seul qui a un clavier physique qui est encore aujourd'hui comparable à ce que l'on peut avoir sur un clavier tactile. Parce que de nos jours, tous les claviers physiques de n'importe quelle autre marque que BlackBerry, franchement, de nos jours, ils sont beaucoup moins agréables qu'un clavier tactile, quoi. Moi, je préfère utiliser un clavier tactile que n'importe quel autre clavier physique qu'il pouvait y avoir, notamment sur les premiers Android. Genre, il y a eu des Android avec des relativement bons claviers. Et le problème, c'est que on butait à chaque fois pour les lettres du haut contre la pliure de l'écran, enfin, quand ça se déplie et tout ça, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, les touches ont pas le même ressenti. Il y a vraiment que les BlackBerry qui ont ce ressenti relativement, enfin je sais pas comment dire ça. Et pourtant j'ai pas eu de BlackBerry à l'époque, hein. C'est pas juste par nostalgie ou par comment dire entraînement que je vous dis ça, c'est juste parce que je trouve réellement que les BlackBerry avaient un super clavier, quoi. Bon bah pendant que le Wiko recharge sans donner aucun signe de vie, eh bien on va regarder le deuxième colis. Alors en fait il m'a mis un carton à l'intérieur du carton, mais le carton est en miettes. Donc regardons ce que dit la lettre. Cette fois-ci, voilà. Ah tiens, visiblement le Thinking vient de donner enfin de... What? Hein? Qu'est-ce que... Hein? Pourquoi ça augmente le pourcentage au-dessus? Ça n'a aucun sens. Bon bref, passons ça, c'était pas ce que je voulais dire. Oui, donc la lettre me dit que c'est le Sony Xperia Z3 Compact, donc que quelqu'un m'a dit qu'il allait m'envoyer parce qu'il est cassé, hein, bien sûr, il y a l'écran qui est pété. Et donc, bon, il me dit que c'est une nano SIM dedans et que il dit je sens que tu vas pas aimer. Non, c'est bon, j'ai fini par me convertir à la nano SIM parce que il y a mon téléphone actuel, c'est le Motorola Moto X seconde génération et il utilise aussi une nano SIM. Il a bien fallu que j'y passe. J'ai fait par les moyens du bord, j'étais obligé de la couper moi-même. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? J'espère que le colis sera suffisant. Ah oui, d'accord, pour vérifier si ça l'abîme pas. Ouais, non, t'inquiète. Ça ira, de toute façon, il est déjà cassé, hein, le truc qui a le plus de risque de se casser pendant le transport, c'est l'écran qui est déjà cassé, donc bon... Et c'est pas moi qui me jette des fleurs à moi-même, c'est ce qui est marqué dedans, il y a marqué continuité vidéo, qui sont toujours autant drôles et instructives, et c'est signé Zaiel. Alors Zaiel, c'est H-I-E-L à la fin. Donc, ouvrons ça. C'est marrant l'emballage en question, mais franchement, je vois pas comment ça peut ne pas être suffisamment bien emballé. Alors, ah tiens oui, c'est un orange, et il m'a mis d'ailleurs le code de décimlocage, parce que vu que l'écran est pété, il a fait la manip pour avoir le code, et il me l'a imprimé sur le papier. Sauf que il a pas pu le rentrer parce que cliquer sur chaque touche avec le clavier tactile, avec une souris en OTG, c'est pas terrible.
Donc, ouvrons ça. Alors, pour information, il me semble que c'est la vidéo où j'avais déballé le Z1 compact d'un autre colis qui lui a donné l'idée de m'en parler de ce téléphone. Je suis pas certain, hein, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est moi qui lui ai demandé si ça l'intéressait de me l'envoyer, parce que justement, j'ai l'impression que les Sony Xperia Z sont quand même d'une fragilité assez impressionnante au niveau de l'écran. Notamment sur un truc un petit peu bizarre, excusez pour le bruit du scotch, je devrais être un peu plus patient avant de déballer ça, notamment un truc qui est assez bizarre donc sur les Xperia, c'est une couche de plastique qu'ils mettent par-dessus de l'écran. En fait ils te donnent un protège-écran avec le téléphone, mais ce protège-écran est impossible à être enlevé, et pire encore si on l'enlève, si on arrive par je ne sais quelle chance à l'enlever, a priori le logo Sony se barre de la façade de l'écran, et en plus on perd la garantie. C'est top, c'est une très très bonne idée de la part de Sony, mais surtout là où il y a un problème, c'est que ce bout de plastique qu'ils mettent par-dessus, eh bien, il se raye tout seul. Et justement, le Xperia Z1 que l'on m'a passé dans un autre colis, je me l'ai mis, je me le suis mis, on va refaire une phrase autrement parce que elle est bizarre cette phrase, on a l'impression que j'ai envie de m'insérer le Xperia Z1 compact quelque part. Non, ce que je voulais dire, c'est que le Xperia Z1 compact, eh bien, je l'ai transporté avec moi, j'ai mis ma carte SIM dedans, etc., etc., et l'écran était déjà rayé à l'origine, mais pas autant que ça, et rien qu'en le mettant dans mes poches, il s'est rayé de partout. C'est le LG Optimus One, à nouveau quoi, c'est horrible ce truc là, et le pire c'est qu'il avait une coque refermable pour camoufler l'écran et tout ça, et ça protégeait l'arrière et le devant de l'écran, et même comme ça il a rayé les deux côtés de l'écran. Moi j'ai pas utilisé ce truc là et j'ai réussi à le rayer, mais de partout, des micro rayures qui se voient pas beaucoup, mais c'est n'importe quoi d'avoir fait un truc pareil alors que les autres téléphones ça se raye juste pas du tout quoi. Je transporte sans aucun problème mon Motorola Moto X depuis déjà 3 mois dans mes poches régulièrement, et j'ai pas une seule rayure, et c'est du verre standard, y a rien qui est mis par dessus. Enfin quand je dis du verre standard, c'est du Gorilla Glass 3, mais c'est sans protection, y a pas de protège-écran ou je sais pas quoi dessus, donc je comprends pas le délire. Donc bref, ce sera très certainement l'occasion d'une vidéo un de ces jours. Bon, je vais finir par enlever ce scotch hors caméra, enfin parce que n'importe quoi, là j'en ai marre de vous donner ces bruits de scotch. Un deuxième truc que je vais pouvoir faire avec ce téléphone, c'est changer l'écran et vous le faire en vidéo, mais surtout ce que je vais essayer de faire, c'est me mettre au défi de ne pas changer l'écran en réalité, mais de changer juste la vitre. Je ne pense pas que ce soit facile parce que les deux sont collés l'un ensemble avec l'autre, et sur les AMOLED c'est faisable parce que l'AMOLED c'est beaucoup plus solide, voilà, c'est possible de décoller l'un sans faire n'importe quoi avec l'autre. Mais en ce qui concerne les LCD classiques, des IPS ou des trucs comme ça, comme pour ce téléphone, eh bien, le problème, c'est que le LCD, c'est fait de plusieurs couches, de plusieurs feuilles, en fait. C'est comme une sorte de millefeuille qui est empilée les uns sur les autres, avec le rétroéclairage et tout le bazar les uns sur les autres. Et donc, quand on essaye de décoller les deux, là, franchement, ça risque d'être difficile. Donc, je vais essayer de décoller ça, et si j'y arrive, ben, ça fera un tutoriel. Si j'y arrive pas, ben, je changerai le bloc écran plus vitre en même temps, qui coûte certes beaucoup plus cher, mais bon, ça reste convenable. Alors je vois que j'ai petit quelque chose de chez Sony qui sont ici. Bien entendu il a gardé les accessoires parce que ça peut servir, de toute façon j'ai ce qu'il faut, un chargeur. Hein. Donc le reste du blabla de chez Sony et un peu de blabla de chez Orange. Les services de votre mobile Orange. Oui bon d'accord. Je suppose que c'est encore la surcouche d'Orange qui contient plein de trucs... comment dire, non nécessaire. C'est la façon polie de dire que il fourre le truc de merde. Donc, je sais même pas pourquoi je m'embête avec la version polie, étant donné que juste après, je sors une version décodée pour les plus vulgaires d'entre nous. Donc, essayons d'ouvrir ça. Comme on se retrouve téléphone. Bon, alors voilà comment il s'est pété. Bon, je sais pas si ça s'est empiré avec le transport, parce que ça a tendance à empirer le transport en fait. Le transport il est pété derrière aussi. Ah ouais, il est pété derrière aussi. Oh bah bon sang. Et quand on m'a dit que c'était du sucre ce téléphone, ouais, il fait pas semblant. Hein. Je sais pas si c'était pété à l'origine. Il faudra que la personne qui me l'a envoyé confirme ça, parce que il me semblait qu'il était pété que devant. Bon, c'est pas grave s'il est pété derrière aussi. On peut changer la vitre de derrière aussi. Mais en tout cas, waouh quoi, waouh, quelle solidité. Un truc que je vais faire, c'est que bon, vu que je suis obligé de changer ces vitres
quoi qu'il arrive, étant donné l'état du truc, voilà, ils ont mis ce qu'ils appellent poliment chez Sony sur ses téléphones une sorte de protection anti comment ils appellent ça, anti-casson en fait, pour pas qu'on se prenne les cassons de verre. Mais il a déjà été enlevé le truc, j'ai l'impression, parce que je sens le relief. Ou alors le Z3 compact ne fait pas partie de ceux qui l'ont. J'en sais rien. J'essaye de l'avoir. Ah bah il y a deux possibilités là-dedans. La première, c'est où Sony a arrêté de faire ça, ce qui est un bon truc, un bon point. Je mets mon pouce vert là-dessus. Donc bon voilà, enfin Sony a pensé à arrêter de faire ça. Bon, ça n'empêche pas que c'est toujours du sucre, hein, visiblement, mais au moins ça se raye pas tout seul a priori s'il y a plus ce truc-là. Même si je vois des sortes de rayures dessus qui sont particulièrement suspectes. Alors il est peut-être encore à l'arrière, ou il a été enlevé par le propriétaire, ou ils le mettent pas sur le Z3 compact a priori. Oh là 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 là, bon, on sent les arêtes du truc. C'est bon, donc bah il va falloir enlever l'écran, hein, tout bêtement. Voilà, et enlever la vitre arrière aussi. Et logiquement, ben on pourrait réussir peut-être à avoir un téléphone qui fonctionne. Donc petite amélioration. Il n'y a pas eu de Z2 compact, hein, d'ailleurs, je précise, juste pour ceux que ça intéresserait. Donc le Z1 compact, puis le Z3 compact. Je ne pense pas qu'il y a eu un Z4 non plus. Je sais pas trop. Donc voilà. Comme vous l'avez vu, ils ont... Il y a une languette bizarre ici je sais plus. On m'a déjà dit à quoi servait cette languette, mais... il suffit de tirer dessus et je sais plus ce qu'il y a dessus, les IMEI ou je sais pas quoi, un truc du genre. Est-ce que j'arrive à l'enlever? Ah, elle est re-rentrée toute seule. Saloperie. Voilà, c'est bon, je l'ai. On dirait un négatif. Un négatif de vieil appareil photo. Oui, c'est ça, c'est les où est-ce que non, il y a même pas l'IMEI dessus, à moins qu'il soit de non, même pas, ça fait vraiment négatif. Je ne sais, recyclage de vieux négatifs d'appareil photo. Donc oui, c'est les informations sur le téléphone. Hop, donc hop, on remet ça dedans. C'est marrant ça comme truc, franchement. Quand on m'a dit ça dans les commentaires, je me disais, de quoi il parle? Oh, le petit rack pour la SIM qui se barre, mais direct, quoi, complet. Voilà, on le remet dedans, tac. Hop. Donc on peut refermer ça, et de l'autre côté, nous avons celui pour la micro SD. Vous avez vu, il y en a que 2 cette fois-ci, et pas 3. C'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça, hein. Donc voilà, tac, je sais pas pourquoi ils ont pas mis qu'une seule ouverture, je sais pas. Le truc que je ne savais pas ce que c'était à l'origine, mais c'est un truc pour la recharge en fin de compte, hein, tout bêtement, c'est une sorte de truc pour la recharge. Je l'avais dit hein, dans la précédente vidéo, mais je ne l'ai pas dit dès le premier moment où je l'ai vu. Ensuite, de quoi faire, enfin modifier le volume, le bouton power, on connaît ce téléphone, je suppose. Et je vois qu'il s'allume. Ouais, l'écran n'a pas été pété pendant le transport. Enfin, je veux dire le LCD en dessous de la vitre. Donc bon bah il s'allume toujours, mais malheureusement le tactile ne marche plus, parce qu'il a un petit peu le syndrome LG G2 et LG G3 celui-là, ainsi que beaucoup d'autres Sony en fait. Alors maintenant revenons jeter un petit coup d'œil sur le Wiko qui s'allume, oui... Bon, mettons le Wiko à nouveau de côté, et pour ceux qui donc se disaient « Ah non, zut, ce colis, il contient... Enfin, cette série de colis, c'est que des trucs sur les téléphones portables. » Bon, enfin, je sais même pas ce que... Je me rappelle jamais ce que contiennent les colis à l'avance, donc du coup, je choisis pas de thème. Hein. Eh bien, là, vous allez être servi, parce que ce colis-là, là, je savais ce qu'il y avait dedans, contient une demi-tonne de trucs informatiques du passé relativement rares. Et on commence par le plat de résistance, hein, direct, hein. Allez hop, il y a beaucoup à manger. Ce truc de chez IBM qui est impressionnant. Comme vous pouvez le constater, il s'agit très certainement... oui, enfin a priori ça fait que ça, je ne suis pas certain, c'est pas totalement certain à 100%, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est juste pour le SCSI ou le SCSI si vous préférez cette prononciation-là.
Sauf que ce truc-là, qui doit donc être une sorte de contrôleur RAID en fin de compte, embarque directement l'intégralité d'un PC directement sur le contrôleur. Vous voyez cet énorme PCI 64 bits d'ailleurs. Là nous avons un processeur, nous avons un contrôleur SCSI, lui il doit être là juste pour le RAID. Nous avons deux tonnes de RAM, tiens je vais enlever le scotch. Alors si vous vous demandez ce qui était scotché, en fait c'est une sorte de poignée qui se met là a priori je suppose, pour enlever la carte plus facilement du serveur. Donc, ça colle, le scotch. Voilà, je pose ça. Et donc, là, vous voyez la RAM. Il y a donc un processeur, de la RAM. Bien entendu, il doit y avoir une puce de ROM qui contient le firmware de ce truc-là, mais je ne sais pas où elle se situe. Et attention, le truc le plus impressionnant là-dedans, c'est cette chose-là. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que c'est que ce drôle de composant bizarre à l'intérieur d'un bout de plaque? C'est une batterie. Oui, parce que si, en fait, tiens, il y a un bouton pour vérifier si la batterie fonctionne encore. Sûrement qu'il y a des voyants ici, là. Et... ah ouais, c'est ça, c'est le pourcentage de batterie, là, les voyants. Donc, si la batterie est chargée, ça fait tuk 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 tuk. Si la batterie est à moitié, quoi, ça fait tuk 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 tuk. Ça allume les 3 premières ou les 2 premières. Bon, là, elle est complètement déchargée, elle est peut-être même morte, hein, cette vieille batterie nickel-cadmium. Donc, c'est du nickel-cadmium, ça se trouve, ça fonctionne. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, voilà, une batterie. Alors, à quoi sert la batterie? Elle sert tout simplement à sauvegarder ce qui était en cours pendant que on était en train il y a une coupure de courant par exemple, on était en train d'écrire des trucs sur le disque dur et là d'un coup ce qui se passe c'est qu'il y a des corruptions sur le disque dur, sauf que dès que le courant revient, la batterie a permis de garder en RAM ce qu'il était en train de faire actuellement, les disques durs se rallument et hop ça resynchronise, c'est parfait, c'est génial, c'est vraiment du gros matériel de serveur, hein, c'est vraiment littéralement la fiabilité maximale, hein. Fait par IBM bien entendu, 2000 et tout ça, cette face va vers le haut, oui, ça serait mieux parce que le connecteur est de l'autre côté. Donc voilà, et là vous avez 2 petites prises si vous vous demandez ce que c'est. Alors une prise de debug, ça doit être un port série pour vérifier si le petit PC qui est là-dedans, parce que ça doit être réellement un petit PC qui fonctionne sous un système d'exploitation, genre un Linux, un Linux basique, ou alors peut-être un système d'exploitation un peu plus... spécialisé disons, donc on peut le débugger, le firmware, à partir de cette prise là. Et la deuxième prise, c'est une prise JTAG, c'est-à-dire une prise pour flasher le firmware, c'est-à-dire si vous avez briqué le truc, ou s'il y a une mise à jour ou que peut-être que éventuellement on peut faire les mises à jour que par le port JTAG justement, eh bien il suffit de brancher un truc là-dessus, c'est une sorte de port série aussi d'ailleurs. Nous avons aussi 2 autres trucs, là il y a marqué test et là il y a marqué Modeo, hein, mode 0 peut-être même plutôt, je sais pas. Et donc voilà, c'est vraiment un truc complexe, gros, comme vous pouvez le constater. Ah, cette nouvelle caméra me permet d'avoir un angle un angle bien plus ouvert là, comme je peux le remarquer, j'arrive à voir le tout dessus. Par contre, un truc qui est marrant avec cette nouvelle caméra, c'est qu'elle crée du verre fluo avec du verre PCB classique. Je vais le rapprocher et vous allez voir que c'est juste du verre PCB classique. Non, ça reste encore un peu fluo malgré tout. Bon, c'est pas grave. Donc je pose ça quelque part ailleurs. Oh mon dieu, un truc génial! Vous avez ici, devant vos yeux, un Seagate Cheetah. Et c'est du SCSI, c'est du SCSI. C'est un disque dur professionnel, serveur et compagnie, mais c'est génial ça. Ah tiens d'ailleurs, chose un petit peu marrante, habituellement du côté du contrôleur, c'est-à-dire du côté où il y a les prises, eh bien habituellement c'est là où il y a la tête. Mais là bizarrement c'est construit à l'envers. Du côté du contrôleur, du côté des prises, c'est les plateaux et la tête se trouve à cet endroit-là parce que le contrôleur fait littéralement l'intégralité du dessous du truc. Alors ça fait combien de gigaoctets ce truc? Sûrement pas grand-chose parce que vu la taille du contrôleur en dessous, je suppose que ça doit être assez ancien pour demander autant de logique. C'est marqué nulle part. Alors je viens de rechercher le disque dur en question, c'est un 10 000 tours minute déjà, c'est pas un 7200. Comme les trucs pour serveur en fait sont souvent des 10 000 tours minute.
ce qui est une vitesse que l'on trouve très rarement pour les trucs grand public, à savoir que ça ne sert pas à grand chose en réalité, surtout que maintenant il y a les SSD et tout, hein. Mais voilà, c'est sur les serveurs c'est utile, et sans donner à quel point le disque dur est, comment dire, occupé quoi, souvent maltraité pratiquement, et c'est du 36 gigaoctets, donc c'est vraiment pas grand chose pour le poids du truc, parce que vous l'avez pas entre les mains, ça c'est dommage, parce que vous vous rendrez compte à quel point ce truc est lourd, mais lourd, je ne sais pas combien il y a de plateaux là-dedans, mais waouh. Donc faudra que je fasse fonctionner ce truc là. Un disque dur SCSI, c'est sûrement l'un des seuls que j'ai, et d'ailleurs si vous en avez même en panne, ça m'intéresse, parce que franchement c'est le genre de disque dur, j'en ai tellement peu, je vais pas en démonter un qui marche déjà, ça c'est clair, ou un qui a une chance de fonctionner d'ailleurs, pour voir comment c'est fait dedans. Ensuite, nous avons quelques autres trucs, l'intérieur d'un disque dur externe a priori, ça sent le Samsung ça. Ça sent le Samsung, je sens la stupitude, le très peu de composants, le tout à l'économie et tout, si c'est pas Samsung, c'est quelqu'un qui essaye de se prendre pour Samsung, là. Donc, bref, là nous avons un WinModem, hein, PCtel, c'était très connu à l'époque, ce genre de truc, c'était donné avec les PC, c'était vendu avec, et bien entendu, toutes les personnes qui avaient un minimum de bon sens ne s'en servaient pas, étant donné que, au final, c'était ce qui bridait le plus sa connexion internet, comme si un modem 56K, c'était pas déjà assez lent comme ça. Donc, ensuite, nous avons ceci, qui est une carte, Firewire je dirais, mais je sais pas si ces deux prises c'est du Firewire différent ou un truc que je connais pas, je ne sais pas. Donc bon, on va dire que c'est du Firewire pour cette prise là, mais que je ne sais pas quelle norme c'est de Firewire au niveau de la prise, qui se branche sur un câble disquette pour ajouter un petit peu plus d'électricité, et qui se met sur un port PCI 64 bits. Alors si vous vous demandez ce que ça change le PCI 64 bits, eh bien ça double le débit tout bêtement. Ça passe de, je crois que le débit maximum c'était 133 MO par seconde, et là ça passe à 266 MO par seconde, et il y a une version 64 bits 66 MHz qui elle quadruple le débit. Je sais plus exactement combien ça fait en tout, ça doit le double de 266 en fait, hein, mais bon, faire le calcul de tête est un petit peu difficile, il y a une retenue, donc un peu difficile pour moi en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et nous avons encore un contrôleur SCSI, alors c'est génial ça, celui-là en plus, il est parfaitement à PCI 133 dessus, il y a marqué PCI X 133, PCI X 133, oui bon je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, bah voilà, tiens, c'est marrant, il a un petit refroidisseur, c'est rigolo, je savais pas que il y avait des contrôleurs SCSI qui avaient besoin d'un refroidisseur, et je ne sais pas à quoi sert ce petit machin en plastique qui vient de dégringoler du refroidisseur. Aucune idée. Si c'est censé être là pour tenir le refroidisseur en place, eh ben force est de constater que ça ne marche pas super bien. Donc, bon allez, je pose ça quelque part ailleurs. Voilà, ensuite nous avons une carte graphique AGP, a priori une bas de gamme qui chauffe pas grand chose, qui chauffe pas grand chose mais qui refroidit par rien du tout, donc je suppose que le truc doit être bouillant comme d'habitude. Impossible de savoir si elle fonctionne, encore une fois c'est l'époque où ça ne fonctionne pas. Ah, et il y a le fameux port propriétaire de chez Dell, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'il paraît qu'il est pas totalement propriétaire, mais personnellement je ne l'ai vu que sur des ordinateurs Dell, donc du coup j'ai un peu de mal à savoir exactement s'il a réellement été beaucoup utilisé par d'autres, hein. Donc c'est juste un port DVI qui a été bizarrement mis, et qui permet d'avoir deux prises DVI à la place voilà, au lieu d'avoir deux prises DVI côte à côte, il y a une prise et ensuite un truc pour diviser la prise en deux. Dell utilisait beaucoup cette prise pour une raison très simple, c'est qu'ils aimaient bien les small form factor comme on dit, c'est-à-dire en gros les PC qui avaient un boîtier moins large que les autres, les low profile aussi on peut appeler ça pour certains, qui donc ont une carte qui est plus petite, donc là il n'y aurait pas eu la place de mettre deux DVI l'un à côté de l'autre, donc dans ce cas là ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir deux DVI sur une carte graphique qui rentre dans cet espace là, mais pour une carte de largeur normale comme ici ça n'a absolument aucun sens et j'ai jamais compris. Donc bon, alors là je sais pas ce que c'est, hein, c'est l'adaptateur Adaptec pour le SCSI wireless. Non, je comprends pas du tout ce que c'est, voilà, c'est peut-être
Oui, il y a beaucoup de RAM a priori là-dedans. Il y a une puce NAND flash ici. Il y a un gros processeur Adaptec au milieu. Oh, c'est peut-être un contrôleur annexe qui se met dans un deuxième port pour faire par exemple du RAID, mais ça doit passer à moitié par l'ordinateur. Je comprends pas très bien le but, mais pourquoi pas. En tout cas, du côté du pilote, ça doit être vachement chelou, hein, le système Adaptec qu'ils ont inventé là. Et là, nous avons visiblement une carte mère d'ordinateur portable. Je ne saurais pas dire lequel, il manque le ventirad, il manque le tout, il manque une prise aussi, ce que je vois, qui est... Oh là, oh, c'est que le plastique est très fragilisé, je sais pas trop pourquoi. Ça vient de chez Asus, ok. Est-ce que c'est un IPC? Non. Ou alors peut-être le tout premier, parce que il avait pas de socket, hein, enfin l'IPC habituellement c'est un truc soudé, c'est les Intel Atom et tout ça. Mais peut-être que les tout premiers utilisaient donc, enfin ils utilisaient, c'est pas peut-être non, ils utilisaient, ça c'est vrai, ça c'est clair, un Celeron underclocké. Après est-ce que ils avaient un Celeron en socket? Je suppose que oui, justement. Est-ce qu'ils avaient deux ports? Ouais, non, mais enfin en tout cas. Celui-là, il était bien foutu. C'est quelle prise que ça utilise pour la recharge? Parce que ça peut être intéressant à voir, pour essayer de savoir à peu près quel genre de modèle. Bon, bah non, ça manque, ça n'est pas sur la carte mère. Ensuite, là, nous avons une petite truc qui est a priori une carte Wi-Fi. Et là, je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est une sorte d'adaptateur qui se met là-dedans pour transformer une prise en serialata mais microscopique. Bizarre leur truc. J'arrive même pas à l'enlever, tiens d'ailleurs. Ouais. Bon, voilà le PC qu'il y a là-dedans. Ah, c'est du AMD qu'il y a là-dessus. Ah, d'accord, du AMD. Asus AMD, tout petit ordinateur portable. Waouh. Alors là, non, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Là, franchement, je suis absolument estomaqué, je ne connais pas l'ordinateur duquel ça vient, ça. Et je suppose que c'est une carte mère HS, hein, bien entendu. Bon, ben voilà, retournons maintenant au Wiko. Donc, si j'arrive à appuyer, oui voilà. Redémarrons le téléphone, il est verrouillé sur un mot de passe et tout ça, donc je ne peux pas m'en servir du tout pour l'instant. Il faut que je le remette à zéro. Alors pour le remettre à zéro, l'une des techniques, c'est de passer par le... par le menu recovery, du coup, je ne sais pas comment on y accède sur ce téléphone. Donc je maintiens volume bas, j'avais déjà maintenu volume haut pendant le démarrage, et ça n'avait pas fonctionné, donc là maintenant j'essaye avec volume bas, ça marche pas non plus. Ouh, bon bah tant pis pour le Wiko, hein, il va falloir que je trouve la méthode pour le remettre à zéro. En tout cas, si je peux pas accéder au recovery, ça va être un peu difficile de le remettre à zéro, ça je vous l'avouerai. Ah, c'est peut-être du Mediatek. Si c'est du Mediatek, il va falloir que j'utilise SP Flash Tools. Ça, ouais, ça fonctionnera. Oh, c'est du Wiko, hein, ça doit être du Mediatek. Hein. Wiko Sync King C, c'est ça? Je crois. Non, Sync Peak. Bon, attendez, j'ai le papier encore sous moi. Non, c'est le Sync King. Donc, regardons Sync King. Ça me fait marrer parce que Syncing, bon, pas du tout écrit comme ça, mais ça veut dire qui coule. Bon, pas écrit du tout Sync King, mais bon, je vais vous l'écrire sur l'écran, vous allez comprendre. Bon, c'est là où on voit qu'il y a eu une époque dans le test de smartphone en France, ou même peut-être dans le monde entier, qui était un petit peu obscure, parce qu'il y a une époque un peu spéciale, c'est le tout début des smartphones, très précis les tests, puis maintenant ça a l'air de se rétablir, à nouveau on a des tests qui contiennent un petit peu de technique, un peu de jargon technique, le nom du processeur, la marque et tout ça. À l'époque en question, c'est-à-dire cette époque entre environ 2013 et tout ça jusqu'en mi-2014, impossible de trouver le nom du processeur pour un téléphone. C'est quand même un truc de dingue ça. Ils savent même pas quel processeur il y a dans le téléphone qu'ils testent, les gens qui faisaient ces trucs-là. Bon, je vais continuer à chercher un petit peu, mais en tout cas... là, dans le site que j'ai vu avant, regardons si Frandroid, mais LDLC eux-mêmes, ils vendent le truc, ils savent même pas quel est le processeur qu'il y a dedans. Alléluia! Merci, les amis de chez Frandroid, vous savez quel processeur vous avez sous la main. Pff, putain, heureusement qu'il y a eux, hein, pour une fois.
C'est un dual core, donc c'est un MT 6577 avec 1 gigaoctet de mémoire vive et Android 4.0. Oui, ok, donc ça ressemble à ce banal téléphone no-name chinois d'époque. Et bon, j'ai oublié de regarder la résolution de l'écran, c'est pas grave. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, je vais utiliser tout simplement SP Flash Tools. Logiquement, ça devrait fonctionner parfaitement bien pour remettre à zéro ce téléphone. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais à une époque, les gens, est-ce qu'ils en avaient juste rien à foutre du processeur qu'ils avaient dans un téléphone? C'est pourtant important de savoir ça, je veux dire, que ce soit maintenant ou autrefois, c'est toujours ce qui conditionnait le fait d'avoir un téléphone fiable, stable, avec des mises à jour pendant un certain temps. Enfin bon, voilà, quoi, surtout à cette époque-là, c'était encore pire à cette époque-là que maintenant, parce qu'il y avait plus de marques de processeurs de smartphones, dont beaucoup qui ont coulé à cette époque-là, genre Broadcom, c'est de Texas Instruments ou des trucs comme ça. Donc du coup, il y a les mises à jour qui se sont arrêtées comme ça d'un coup. Donc c'était une époque où il fallait mieux choisir un téléphone qui tournait sous un truc Qualcomm en fin de compte. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de chercher avec ce téléphone? Oui, alors ça m'intrigue toujours ce morceau de c'est même pas de métal, c'est de plastique qui est mal collé à cet endroit-là et qui c'est même pas cassé, hein, c'est juste que c'était collé par la peinture. Et voilà, maintenant que la peinture s'est un peu écaillée, il y a un truc qui se barre. C'est génial, c'est très pro, encore une fois. Bon, la qualité de fabrication a l'air d'être vraiment très moyenne, ça je pense que vous l'aurez deviné. Mais bon, voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo-là, et puis moi, de mon côté, je vais m'amuser avec ce vieux Wiko un peu plus. Et je vous dis, pendant ce temps-là, salut à tous, et à la prochaine!